C'est fou quand tu penses, mais avec le flot constant d'informations et d'illusions aujourd'hui, on a souvent besoin d'une bonne vérification de la réalité, de savoir exactement ce dont notre cerveau est capable, au fond. C'est en plein ce qu'on s'apprête à faire dans cette analyse. On plonge directement dans un monument absolu de la philosophie occidentale, on va carrément cartographier les limites de la cognition humaine, rien de moins. Notre point de chute, c'est la fameuse critique de la raison pure d'Emmanuel Kant, et on va se concentrer spécifiquement sur le chapitre 3 du livre 2, dans l'analytique des principes. Le but, ce n'est pas juste de lire de la grande théorie, mais de vraiment visualiser cette ligne de démarcation que Kant dessine entre ce qu'on peut connaître avec certitude et ce qui va rester à tout jamais inaccessible. C'est une expédition intellectuelle assez fascinante, on s'entend. Prenons juste une seconde pour absorber cette citation qui vient tout droit du texte de Kant. Ce pays, toutefois, est une île, et il est enfermé par la nature elle-même dans des limites immuables. C'est le pays de la vérité, entouré par un océan vaste et agité de tempêtes. C'est quand même puissant, non? Kant se transforme carrément en cartographe ici. Il utilise cette métaphore géographique pour nous expliquer notre propre condition humaine. D'un bord, on a une île solide, immuable, qui représente la vérité à laquelle on a accès. Et de l'autre bord, un océan hyper sombre, instable, plein de tempêtes. C'est exactement ce voyage-là qui va guider toute notre exploration aujourd'hui. Avant ce fameux chapitre 3, la philosophie avait un peu tendance à naviguer à l'aveugle. On croyait pouvoir tout explorer sans la moindre carte. Mais là, Kant agit un peu comme un arpenteur le ferait pour un vrai territoire physique. Il vient établir des frontières super claires. On sépare de façon catégorique ce qui est de la vraie connaissance de ce qui est juste de la spéculation. Notre façon de percevoir le monde est toujours structurée par nos propres facultés. Et ce texte-là, c'est littéralement le relevé géographique ultime pour nous apprendre à nous en servir comme du monde. Le pays de l'entendement. Le territoire de la vérité. Pour bien comprendre de quoi est fait le sol de cette île-là, il faut absolument maîtriser un concept de base, les phénomènes. Chez Kant, un phénomène, ce n'est pas un événement mystique ou extraordinaire. C'est tout bonnement un objet tel qu'il apparaît à l'être humain à travers le prisme de l'expérience sensorielle. Fait que tout ce qu'on peut voir, toucher, mesurer, tout ce qui s'inscrit dans l'espace et dans le temps, ça appartient au phénomène. Pour donner un exemple plus concret, c'est un peu comme l'interface d'un ordinateur. Les phénomènes, ce sont les icônes ou les fenêtres sur l'écran. Ce n'est pas le code informatique brut en arrière-plan, mais c'est la réalité traduite dans un format que notre esprit est capable de traiter. L'exigence que Kant impose pour qu'une connaissance soit considérée comme valide, c'est vraiment fascinant. Notre esprit ne peut trouver une base solide que quand ces concepts intellectuels sont appliqués directement à des données empiriques. Si on a un concept en tête, comme la relation de cause à effet par exemple, ce concept-là ne sert absolument à rien s'il ne s'applique pas à quelque chose qu'on peut observer dans le monde physique. L'île de la vérité, c'est ce mariage parfait entre nos idées mentales et les données brutes qui nous viennent de nos sens. C'est juste là que naît la vraie connaissance objective. L'océan des illusions. L'inconnu tumultueux. Et là, ça soulève une question philosophique majeure. Si notre petite île nous offre la sécurité, la stabilité et la certitude scientifique, pourquoi est-ce que la nature humaine a cette envie viscérale, presque incontrôlable, de prendre la mer? Pourquoi notre esprit veut-il toujours aller explorer ces eaux-là, même si on sait très bien que c'est dangereux et qu'aucune boussole ne va fonctionner là-bas? La réponse, elle est dans la nature même de notre raison spéculative. On est constamment attiré par des mirages. Notre raison regarde l'océan et elle voit des bancs de brouillard qu'elle prend pour de nouveaux continents, ou bien des blocs de glace qui fondent mais qui viennent tromper l'œil. On cherche désespérément des réponses absolues, l'origine de l'univers, la nature de la conscience, des espoirs qui sont complètement vains finalement. Ça nous pose dans des aventures intellectuelles qui n'en finissent plus, des débats métaphysiques sans résolution, tout ça parce qu'on a décidé de quitter le rivage de ce qu'on peut réellement expérimenter. Mais qu'est-ce qui peuple cet océan sombre au juste? Ce sont les noumènes, ou ce que Kant appelle les choses en soi. En gros, ce sont des objets qu'on considère de façon totalement indépendante de notre perception humaine. Des réalités qui existent, qu'on peut penser, mais qui sont par définition inconnaissables. Et pourquoi ça nous importe autant? Parce que c'est en plein là que se trouvent les concepts qui nous tiennent le plus à cœur. Dieu, l'âme humaine, le libre arbitre. C'est hyper profond, mais nos sens n'ont aucune prise là-dessus. Vu que ça ne s'inscrit pas dans notre espace ou notre temps, on ne peut rien prouver scientifiquement. C'est l'essence invisible du monde, cachée sous les vagues. Phénomène contre noumène, tracer la frontière ultime. Si on regarde ce contraste saisissant de plus près, d'un côté, on a l'île, le domaine des phénomènes. C'est empirique, c'est basé sur l'expérience. C'est limité, oui, mais c'est connaissable et super fiable. C'est carrément le terrain de jeu de la science. De l'autre côté, l'océan, le domaine des noumènes. C'est transcendant, ça échappe à toute expérience. C'est inconnaissable et surtout, c'est une immense machine à créer des illusions. Ce contraste-là, c'est le pilier central de la pensée de Kant. Ça nous force à avoir une grosse dose d'humilité intellectuelle. Notre savoir objectif est confiné à l'île, point final.
Malgré tout ça, on ne peut pas juste faire disparaître l'océan de notre carte. Kant écrit cette phrase qui est super importante. Nous ne pouvons certes pas connaître, mais qu'il nous faut cependant du moins pouvoir penser ces objets aussi comme choses en soi. La nuance clé ici, c'est la différence énorme entre connaître et penser. Pour connaître, ça prend des preuves sensorielles. Mais pour penser, on n'a pas cette restriction-là. Il faut absolument être capable de concevoir, de penser qu'il y a quelque chose au-delà de nos sens, même si on ne pourra jamais mettre la main dessus. La logique derrière ça est implacable. En fait, Kant dit que si on niait complètement l'existence des noumènes, ça créerait une absurdité totale. Un phénomène, par définition, c'est l'apparence de quelque chose. Fait que s'il y a une apparence, il doit y avoir quelque chose qui apparaît. Pour revenir à notre analogie tantôt, c'est comme avoir une interface à l'écran mais sans aucun code source en arrière. Ça ne se peut pas. L'existence des choses en soi est donc validée par la pure logique, même si leur vraie nature reste complètement cachée derrière le rideau. Limite de la connaissance. Les règles de navigation. Avec cette carte séparée en deux, Kant nous donne des règles de navigation super strictes pour ce chapitre 3, un vrai code de conduite. Premièrement, nos catégories mentales ont besoin de données sensorielles pour fonctionner. Deuxièmement, ça veut dire que la connaissance objective reste confinée à l'île empirique. Et troisièmement, essayer d'utiliser notre raison de façon transcendante, donc naviguer sur l'océan sans aucune donnée de nos sens, ça ne donnera jamais aucune vérité objective. Juste des beaux mirages. La conclusion de tout ça frappe fort. Vouloir explorer le royaume des noumènes, c'est exactement comme vouloir dessiner une carte géographique sans avoir aucun continent à regarder. Si nos concepts intellectuels sont coupés de nos sens et deviennent juste des coquilles vides. On peut bien utiliser de grands mots magnifiques et faire des raisonnements super complexes, mais sans la matière de nos sens, on ne fait littéralement que brasser de l'air au beau milieu de l'océan. L'architecture même de ce texte le montre bien. Ce chapitre 3, c'est un véritable coup de génie. Kant réussit à ancrer notre raison à son territoire légitime. Il vient bloquer les débordements de la métaphysique qui, pendant des siècles, pensaient pouvoir tout expliquer de l'univers jusqu'à l'immortalité. Kant se pose en modérateur. Il dit à notre entendement de rester sur son île de vérité empirique, tout en respectant l'immensité de ce mystère qu'on ne peut que penser. Pour clore cette analyse, laissons cette dernière question faire son chemin. Est-ce que l'humanité va un jour se contenter de rester bien au chaud sur l'île de la vérité, ou est-ce qu'on est condamné à courir éternellement après les illusions de l'océan inconnaissable? Malgré toutes les limites très claires que Kant a démontrées, l'histoire nous prouve qu'on a ce besoin irrépressible de toujours regarder vers le large, de penser au-delà du connu. C'est une réflexion super puissante qui nous invite à toujours remettre en question notre propre quête de sens.